vous est présenté par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sportif. Bonsoir les amis, bienvenue à ce 9e numéro du club. Au menu aujourd'hui, la visite du patron de la CAF, Issa Hayatou, au Maroc, la soirée de Ligue des Champions avec les qualifications du Real Madrid, du Borussia Dortmund, de Monaco et de Leicester. On vous parlera également de Leipzig, l'ovni du football allemand. Et puis la prolongation de contrat il y a 2 semaines de Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, lui, réfléchit encore. Le sommaire de ce 9e numéro du club. La fin de la visite de Issa Hayatou au Maroc, l'occasion pour le patron de la CAF de renouer le contact avec la fédération marocaine de football, des relations très tendues après l'affaire de la CAN 2015 que le Maroc voulait décaler, que la CAF a déplacé en Guinée équatoriale. Le Bayern de Munich, l'Atlético Madrid, le Paris Saint-Germain ou Arsenal déjà qualifiés abordent sereinement cette soirée de mercredi. Le Barça qui retrouve Lionel Messi le sera en cas de succès à Glasgow face au Celtic. Retour sur la prolongation de contrat de Cristiano Ronaldo au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2021. Il aurait alors 36 ans. Arrivé en 2009 en provenance de Manchester United, CR7 affiche des statistiques affolantes. Il est aujourd'hui grandissime favori pour le Ballon d'Or. Bienvenue donc dans ce 9e numéro du club. À ma gauche, Reda Allali. Bonsoir Reda. Bonsoir les amis. À ma droite, Amin Rahmouni. Bonsoir Amin. Bonsoir les amis aussi. Alors, bien sûr. Où est Julie? Julie, elle est fatiguée. Soi-disant, elle a fait un reportage de 2 semaines et pour ça, il lui faut 2 semaines de repos. De toute façon, pour profiter maintenant, elle n'est pas là, elle ne peut pas se défendre. Notre Julie, elle sera là la semaine prochaine. Elle a un statut protégé parce que moi, quand je dis que je suis fatigué, ça ne t'émeut pas. Ça ne m'émeut pas. Et si tu commences déjà à te plaindre dès la première minute, tu vas prendre un carton. Voilà, à ce rythme. À ce rythme, tu vas proposer suspension. Voilà, exactement, à l'insu de ton plein gré. Par contre, Julie fatiguée, Monsieur Renard était encore plus fatigué. Non, mais Monsieur Renard, on est en train de travailler, de préparer cette interview. On n'a pas désespéré, mais pour l'instant, il n'est pas là. Pour l'instant, il n'est pas là. Il doit avoir lui aussi un programme ultra chargé. Par contre, celui qui était là, c'est Issa Hayatou, le patron de la Confédération africaine de football. C'est la fin de la brouille entre le Maroc et la CAF, Reda. C'est heureux, parce qu'on ne peut pas se permettre le luxe d'être en bras de fer, déjà en position de faiblesse sportive vu nos résultats, en plus dans un espèce de bras de fer administratif par rapport à l'espèce de cafouillage qu'il y a eu dans la CAN 2015, il faut que ça s'apaise. Après, sincèrement, je suis un peu plus sceptique sur le concept de la Coupe du Monde au Maroc, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Amine, on enterre la hache de guerre. Il fallait bien l'enterrer un jour, de toute façon ça n'allait pas durer éternellement. Moi je suis moins sceptique sur cette histoire de Coupe du Monde au Maroc. Je pense déjà qu'au bout de la 5e, ça sera la 5e fois cette fois-ci, effectivement, si on se présente pour 2026. Je pense que oui, effectivement, ça serait une bonne chose d'avoir enfin cette grande compétition sportive qu'on attend tant. La dernière, c'était les Jeux Olympiques 83, les Jeux Méditerranéens 83, il me semble. Ouais. Entre-temps, on a eu une CAN en 88. Oui, 88 aussi, la CAN. Ouais. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Et donc cette CAN... On a la Coupe du Monde des clubs aussi. Voilà, non, je parle de vraies grosses compétitions. La Coupe du Monde des clubs, c'est pas gros, mais c'est déjà plus gros que les Jeux Olympiques. Les Jeux Méditerranéens, pardon, les Jeux Méditerranéens. Faudra qu'on s'accorde aujourd'hui. Voilà, exactement. Non, mais plus sérieusement, voilà. Donc moi j'attendais vraiment cette CAN 2015 qu'on n'a pas eu, enfin qu'on n'a pas pu organiser. Donc c'est pour ça que j'espère qu'on aura une grande compétition parce que je pense, comme l'a dit si bien Hayatou, Monsieur le Président de la CAF, que nos infrastructures commencent à suivre. On commence à avoir des terrains. Il s'agit maintenant de les ouvrir pour qu'on commence à y jouer.
Donc voilà, je pense qu'on est assez outillé aujourd'hui. Et si l'Afrique du Sud l'a eu, bon, toute proportion gardée, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire non plus. On vient d'organiser une très très belle COP, donc je pense que tous les indicateurs sont ouverts à ce niveau-là. Voilà. Les indicateurs sont ouverts. Le super jeu de mots, je vais essayer de t'imiter après la COP 22, la Coupe 26. D'accord, donc tu cherches une transition, je suppose. Je cherche une transition et je cherche surtout la possibilité d'écouter Issa Hayatou, le patron de la Confédération africaine de football. Mais en Afrique, ça peut être unique. Ce que j'ai vu là, j'ai fait pourtant le tour de tous les continents africains, mais la conception que la Fédération royale marocaine a faite de ce centre-là, je suis sûr que dans un délai plus ou moins court, le football marocain tirera profit de toutes ces installations qu'on a mis ça et là. Et je ne peux que les féliciter et leur dire d'aller de l'avant, parce qu'il y va de l'intérêt même du football africain, et voire mondial, puisqu'il y aura des transferts de joueurs. Et les transferts de joueurs, c'est à partir de ce centre-là que nous allons, enfin que les présidents de ce centre vont opérer. Donc en ce qui me concerne, je suis très ravi de découvrir quelque chose d'aussi scientifique qui a été élaboré par la Fédération royale marocaine de football. Voilà donc le satisfait de Issa Hayatou. Effectivement, rapidement, si c'était la bonne, cette Coupe du Monde de 2026, la candidature du Maroc, c'est en 2017 que les pays vont commencer à se prononcer et à entendre Fawzi le patron de la Fédération marocaine de football. Le Maroc va se manifester, le Maroc sera candidat, Reda. Eh bien, écoute, je te dirais que cette information provoque en moi une montée lente, mais forte d'une angoisse irrépressible. Voilà, ça m'angoisse. Pourquoi ? Écoute, je ne vais pas te faire un grand discours, je n'ai pas envie de diffuser du scepticisme, mais il suffit d'aller assister à un match à Marrakech, surtout de sortir du terrain après la fin du match à Marrakech, pour se rendre compte qu'on n'est pas aux normes, premièrement, même dans les événements mondiaux comme une Coupe du Monde des clubs ou les éliminatoires de la Coupe du Monde, la dernière Maroc, Côte d'Ivoire. Non seulement on n'est pas aux normes, mais même on ne progresse pas, hein, parce qu'on a toujours... Mais ça sera peut-être une raison, une occasion de progresser. Je veux bien, j'ai pas de problème. Mais je ne crois pas tellement ça sera dans 10 ans, hein. Je ne crois pas tellement que les gens font les choses pas correctement et que sous l'effet d'une espèce de contrainte extérieure, ils s'improvisent organisateurs de flux de spectateurs efficaces. Et ça, je ne parle vraiment que d'un point très précis sur lequel on est testé. Je ne parlerai même pas des autres stades. Je parle du stade de Marrakech, qui est censé être absolument aux normes, moderne, notre vitrine, celui qu'on présente dans les matchs importants à la communauté internationale. Et bien, quand on sort du stade, il faut 2 heures. Voilà, j'ai rien à ajouter. Ouais. Non, mais juste une précision. Il faut savoir qu'on nous avait tapé sur le doigt au lendemain de la première Coupe du Monde des clubs qu'on avait organisée. Au niveau justement des flux, de la gestion des flux dans son organisation très compliquée. Mais moi, je préfère partir du postulat, enfin d'une autre idée, selon laquelle peut-être cette Coupe du Monde nous mettra à niveau même à ce niveau-là, parce que on parle beaucoup d'organisation, on parle beaucoup d'incivisme de la part de ceux qui aiment le foot. Donc, je pense que tout le monde doit se mettre à niveau. Ceux qui organisent cette Coupe du Monde, mais ceux qui la vivent aussi. Exactement. Donc, je pense aussi qu'on peut partir du postulat que cette Coupe du Monde, si on devait la décrocher, ce que j'espère, parce que ça serait, je pense, une très belle chose pour nous, à tous les niveaux. Moi, je me rappelle d'Espagne d'avant 82, puis par la suite d'Espagne après 82, toute proportion gardée. Mais j'ose espérer que si on devait décrocher cette Coupe du Monde 2026, ça mettrait à niveau tout le monde, tous les acteurs du foot, spectateurs comme organisateurs. En tout cas, et avant donc de déposer cette candidature, on assiste à une... C'est bien parce que j'ai un carton jaune que je réponds pas. Un petit peu. Tu noteras l'extrême fair play et la retenue dans mes interventions. C'est pas le but non plus. Hein. Même quand il me colle un jaune comme ça en début de match. En début d'émission, je bloque surtout un milieu défensif ou un arrière central quand tu lui donnes. Non mais juste pour c'est important, très important. Parce qu'il est en train de laisser passer que j'ai soudoyé l'arbitre. Donc non. Je suis dans la ligne de carton vert. Je disais l'arrivée de Hayatou cette semaine, l'arrivée la semaine dernière aussi de Gianni Infantino, l'arrivée la semaine prochaine ou très prochainement du patron aussi de la Confédération asiatique de football, ça rentre dans le cadre d'une politique on va dire de RP, de Fawzi et de la Fédération royale marocaine de football. Ça, on sait le faire. Moi, j'ai confiance dans la capacité des instances marocaines à recevoir les grandes personnalités et à vraiment les
les impressionner au bon sens du terme. On avait reçu Avalanche, on avait reçu Blatter. C'est quelque chose qu'on sait faire. Hayatou avait été chez nous. Voilà, Hayatou d'ailleurs, petit hommage, hein, c'est le dernier. Hein, Hayatou, quand tu t'intéresses un peu à ce qui se passe au niveau de la FIFA et à l'hécatombe qu'il y a eu au niveau des dirigeants l'année dernière, il est toujours là. Ça, on sait le faire, j'ai pas de problème. Je suis convaincu qu'on sait bien recevoir ces personnages et qu'on sait les convaincre. Après, ils sont pas seuls à décider. Et moi, j'ai des doutes sérieux. Et je ne crois pas que la Coupe du Monde soit un outil de développement, une baguette magique. Parce que c'est la Coupe du Monde, on va réussir à faire sortir 50 000 personnes du stade, ce qu'on n'a jamais réussi à faire depuis que le Maroc existe. Je ne sais pas très bien par quel cheminement intellectuel on arrive à l'idée qu'on va savoir faire demain ce qu'on n'a pas. Alors ça voudrait dire qu'on ne veut pas le faire aujourd'hui. Je sais pourquoi on ne veut pas le faire. Pourquoi on ne voudrait pas le faire? Pourquoi on attend la Coupe du Monde? Pourquoi on se dit, parce qu'il y a la Coupe du Monde, je vais réussir à rajouter les 2 fameuses bretelles qui manquent d'accès à Marrakech. Je ne parle encore une fois que de Marrakech. Hein. Et c'est le haut de gamme. C'est un cas concret. Hein. J'imagine le reste. Voilà. Oui, on est dans un cas concret. Il y a des cas d'optimisme aussi. Bon, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que voilà. Le concept même du terrain Marrakech a été, en soi, selon les vrais connaisseurs, un raté. À beaucoup de choses, effectivement, l'accès, la sortie, pour pouvoir amener des gens de Marrakech jusqu'au terrain. Pour moi, le cas Marrakech n'est pas le cas le plus emblématique, parce qu'il y a aussi le cas Gadiri qui est très bien, le terrain des Gadiri. Bon, le terrain de Tanger est très très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut rater une chose, mais on peut en réussir 4 ou 5 autres. Et ce qu'on a raté, on peut peut-être prendre le temps de bien réfléchir pour pouvoir rattraper le coup. Donc, ayons d'abord cette Coupe du Monde, après on verra comment on l'organisera. Voilà, de toute façon on aura l'occasion de revenir sur ce dossier. Je vais être sympa et je vais vous accorder 2 petites minutes pour parler du derby Raja-Ouak. C'était pas prévu dans le conducteur. Nous avons un Rajaoui. Nous avons un Rajaoui, Monsieur Reda Alali, un Widadi Amin. Alors, la parole à celui qui reçoit Reda. Dans quel état d'esprit je reçois. Il va en recevoir Agadir. J'espère qu'il va en recevoir une. Une situation un peu dos au mur. Le Raja ne peut pas se permettre de laisser filer le WAC plus loin. Voilà, donc ça le met. Le WAC, par contre, serait pas plus gêné que ça par une défaite, et un nul serait super positif comme résultat. Donc ça met toute la pression sur le dos du Raja. Après, moi je trouve que sur le plan du jeu, c'est une équipe qui s'en sort pas mal, qui n'est pas très récompensé, le Raja, sur le plan des résultats. Voilà, les éléments ne tournent pas beaucoup en leur faveur. Problème d'efficacité. 6 points d'avance là, maintenant. Voilà, 6 points d'avance. Et en même temps, avec cette production de jeu, je pense que ça peut très vite se rattraper. Voilà, je suis pas du tout inquiet, et je pense en résumé qu'on va vous battre. Amine. Je pense en résumé qu'il dit n'importe quoi. Ça, c'est mon avis. Moi, je partage avec moi-même. Moi, je dirais juste. Ah non, il faut pas. Non. Il faut pas insulter ces. Non. Pas d'insultes. Ça, par contre. Ça... Non, plus sérieusement, moi, j'ai une chose à relever. C'est 22 points sur 24 possibles. Donc, c'est un début de saison tonitruant. Et de sabre, l'entraîneur par défaut, s'avère être une très très bonne pioche. Oui, enfin, moi, je pense que cette histoire de par défaut, c'était. Enfin, bref. Ah oui, Oui. Enfin, par défaut, non. Il était venu pour. Enfin, il n'est pas venu pour faire le touriste. Les conditions dans lesquelles il est arrivé, l'hésitation des dirigeants moi, je pense que tout ça est un peu fin. Du Wydad. Non, plus sérieusement, je pense que tout ça est un peu fin. Je pense que De Sabre est venu pour s'occuper de l'équipe première. Après, dans quel rôle précis, ça personne ne le sait. Il n'est pas venu pour s'occuper non plus des cadets, d'une part. Donc par rapport à ce début de saison et ce derby, je pense que 22 points sur 24, c'est extraordinaire, et bien plus que ça. Moi, surtout la manière, c'est pas encore génial au niveau du jeu, on va pas se mentir. Hein. J'ai peut-être dû voir l'un des pires matchs de Wydad des 10 dernières années, la semaine dernière contre Tedla. Mais par contre, voilà, c'est déjà plus offensif, ça joue avec à vocation très offensive. C'est pas notre 4 joueurs, voilà. On va pas en débattre rapidement. Il y a un point sur lequel il faut rendre hommage aussi au WAC, à part sur le plan des matchs, c'est impressionnant. Pardon? Non, c'est que très souvent, nos équipes marocaines, après une finale perdue ou une demi-finale, enfin une déception au niveau africain, aux coupes, s'effondrent en championnat. Et sincèrement, c'est ce qui s'est passé, je te rappelle, en 2011, où ils ont perdu, je crois, la même semaine, finale de Ligue des Champions, demi-finale de coupe. Et là, non. Et ça, c'est bien. Très rapidement, je finis. Non, mais il finit par. Franchement, les amis, si vous voulez qu'on parle du derby, rejoignez-moi à Tanger et sur le plateau de match. Mais tu veux pas me laisser le terminer, laisser finir sur la Formule 1, on va vous battre. J'ai rendu un hommage au WAC, il a rien entendu. Regarde, pour te dire à quel point il est malhonnête. Il est malhonnête. Très rapidement. Non, très rapidement, voilà. Je pense que le Wydad fait un très bon début de saison en termes au niveau des chiffres. Il va rencontrer une belle équipe du Raja qui joue effectivement très bien. Et moi, je vais être beaucoup plus sportif que lui et dire qu'on aura
très logiquement droit à un très beau derby parce que deux équipes en forme. Un très beau derby prévu ce dimanche, donc à Agadir. Avant d'attaquer la Ligue des Champions, un retour sur les rencontres du week-end dernier. Il y avait plein d'affiches, bien sûr. Je vous les rappelle rapidement. Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, Milan, AC et aussi le choc, le classiqueur du championnat d'Allemagne, la Bundesliga, entre le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund. Et notre consultant pour le football allemand a suivi ce choc. On écoute David Lortolari. C'est un classiqueur digne de ses prédécesseurs et de ses promesses qui s'est déroulé ce week-end au Westfalenstadion de Dortmund. Dortmund s'est imposé à sa grande joie, évidemment, à la grande joie des supporters, des joueurs, de l'entraîneur et des dirigeants de Dortmund qui s'est imposé 1-0 face au Bayern Munich. Dortmund a dominé la première partie du match avec beaucoup de courage dans l'investissement physique et tactique. L'entraîneur Tuchel avait décidé d'aligner 4 attaquants, avec Ramos, avec Götze, avec Schürrle et avec l'inévitable Aubameyang. Et Dortmund a été récompensé avec le but de ce dernier en première mi-temps. Et puis le Bayern, lui, a eu aussi ses périodes. Il y a eu une frappe sur la barre de Xabi Alonso. Il y a eu un but légèrement hors jeu de Franck Ribéry qui a été très bon au cours de ce match. Mais à l'arrivée, le Bayern doit s'incliner à Dortmund. Beaucoup d'agacement à demi-mot, mais beaucoup d'agacement quand même du côté du Bayern, parce que le Bayern, évidemment, perd la première place à l'occasion de cette défaite contre son grand rival de Dortmund. Le Bayern qui continue de penser, en tout cas officiellement, que Dortmund reste bel et bien son grand rival, comme c'était le cas les dernières saisons. Et comme, pense-t-il, ce sera encore le cas cette saison. Alors, Tavioleda, on ne parle pas que de Liga espagnole. Il s'est passé plein de choses intéressantes dans cette Bundesliga. Franchement, c'était certainement le meilleur match du week-end, hein, ce classiqueur, avec une ouverture du score dès la 11e, 12e minute pour Dortmund, le but d'Aubameyang et Dortmund qui a tenu tête donc au Bayern. C'est un véritable événement puisque le Bayern de Munich perd la tête de la Bundesliga pour la première fois depuis septembre de 2015. Et un grand moment, un grand tournant quand Aubameyang loupe son face-à-face contre Neuer. Ouais. On se dit, c'est bon, il y avait une telle pression du Bayern, ce contre qu'il loupe. On se dit, ils vont venir dans le match. Et non, ils tiennent jusqu'au bout. Et c'est un grand spectacle, hein, surtout à Dortmund devant le fameux mur. Il y a une intensité dans le football allemand. Après, c'est sûr, hein, c'est un football que peut-être on suit moins bien pour des raisons que je ne veux pas détailler, mais qui vous récompense très facilement les gens qui s'y intéressent, très facilement. C'est d'autant plus dommage, c'est un football avec lequel on a grandi dans les années 80. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces résumés d'une heure glorieusement récités par un commentateur allemand, effectivement, qui faisait en arabe. Mais exactement. Et moi, je trouve que c'est salutaire cette victoire du Dortmund parce que bon, ça commence à peser un peu cette histoire du Bayern qui se balade en Angleterre, donc c'est toujours bien d'avoir en Allemagne, c'est toujours bien d'avoir deux clubs aujourd'hui qui se tirent la bourre. Et apparemment il y en a un troisième, n'est-ce pas? Je vais te faire toutes les transitions ce soir. Merci beaucoup. Tu seras doublement payé. Et le troisième larron, c'est Leipzig, le nouveau patron de la Bundesliga, le club propriété d'une marque de boisson énergisante, l'OVNI footballistique monté en 7 ans de la 5e à la première division, qui rebat un petit peu les cartes de cette Bundesliga, les cartes sportives, mais aussi économiques et culturelles. Et David Lortolari nous parle de cet OVNI. Le Rasenballsport Leipzig, et oui, le RB Leipzig est en tête de la Bundesliga 7 ans seulement après la création du club. Si ça, c'est pas une sensation. Bon, RB Leipzig vient de 2e division, s'est appuyé sur les certitudes qu'il a acquis au cours des dernières années sur le terrain, dans la structure du club aussi, qui sont très bien montées, qui sont extrêmement solides et qui sont tournées vers l'avenir, pour donc basculer avec succès de la 2e vers la première division. Le RB Leipzig a commencé à s'installer dans le premier tiers du classement assez vite. Mais de là à penser que des équipes comme Dortmund, comme Leverkusen ou bien évidemment comme le Bayern se laissent dépasser
par Leipzig au classement de la Bundesliga au bout de 11 journées, évidemment, c'est une forte sensation. C'est une forte sensation qui agace en Allemagne. On sait que les supporters des autres clubs voient Leipzig d'un assez mauvais œil. Mais il n'y a pas de hasard là-dedans, encore une fois, hein, une équipe avec un super collectif, un entraîneur à poigne, un directeur sportif qui surveille tout, des joueurs qui sont jeunes, motivés et qui font des efforts formidables, et une équipe qui n'est jamais battue de la première à la dernière minute de match. Résultat, Leipzig est en tête de la Bundesliga. Reste à savoir maintenant pour combien de temps. Voilà, pour combien de temps donc Leipzig sera aux commandes, mais en tout cas c'est un club qui dérange. C'est le club mal aimé parce que c'est culturel. En Allemagne, les clubs n'appartiennent pas à des sociétés ou à des oligarques. En tout cas, il y a aussi, c'est sûr qu'il y a le Wolfsburg, mais que ça soit une croissance comme ça, qui soit pas naturelle. 5 divisions en 7 ans. Ouais, mais c'est le grand conservatisme du supporter de foot. Et Reda, quand on parle de Wolfsburg, juste, c'est la société, on va pas la citer, mais elle est ancrée dans la culture, l'histoire allemande. Oui, mais à un moment, avant de t'ancrer, il faut bien démarrer. Parce que là, il y a un excès de vitesse quand même. Hein. Je ne sais pas s'il y a un excès de vitesse. Je ne connais pas l'histoire de Wolfsburg au début, ou bien du PSV Eindhoven qui est aussi très lié à une marque, ou bien de Sochaux qui est très lié à une marque. Et on va pas faire la liste comme ça, mais globalement, c'est assez amusant de voir le conservatisme des supporters de foot. On a l'impression que dans la tête des gens, ça s'est figé, le nombre de clubs riches est précis, il y a personne qui peut rentrer, et on vient poser une espèce de tradition pour justifier ça, alors que très souvent, la différence entre un club riche et un club émergent comme celui-là, c'est qu'il a émergé plus tôt. Voilà, il a émergé plus tôt, il n'est pas né riche. À un moment, il a grandi avec autant d'aide peut-être que Leipzig. C'est une question de potentiel aussi. Moi, j'ai juste un petit. Vas-y, je te laisse la parole. Ça dépend aussi des potentiels. Le Paris Saint-Germain est devenu ce qu'il est depuis maintenant 4-5 ans, pas avant. Pourtant, c'est un club. Mais jusqu'à maintenant, on voit cela en Espagne, des clubs rachetés par des Chinois, en Italie. C'est pour ça que je parlais de potentiel en Angleterre, en termes surtout. marketing. Et l'Allemagne, jusqu'à maintenant, a été assez protégée. En Allemagne, il y avait un phénomène aussi, et ça j'ai découvert au gré de quelques recherches, c'est que tu as les grands clubs, aujourd'hui, prenaient en charge des petits clubs. Voilà. C'est-à-dire que quand il y avait des clubs aujourd'hui qui risquaient leur survie, l'un des plus grands mécènes des clubs allemands, c'est le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich a sauvé Dortmund, par exemple. Ouais. Et très clairement, Rummenigge, dans un texte qu'il avait écrit, il expliquait que c'était son rôle, qu'il préférait être fort dans un championnat fort qu'être fort avec des faibles autour. Et que c'était son rôle, justement, de maintenir sous perfusion, du moins d'aider. D'ailleurs, le Bayern de Munich et Dortmund se font plein d'affaires entre eux. Hein. Mais moi, ce modèle Leipzig, moi, je trouve salutaire, encore une fois, ce terme-là de fois. Oui, parce que je trouve qu'il permet encore aux masses de rêver. Parce que je ne peux plus avoir des clubs, aujourd'hui, juste par leur puissance financière, qui trustent tout et ne donne plus aucun charme au championnat. Aujourd'hui, quand Dortmund bat le Bayern, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Quand Leipzig passe devant le Bayern, c'est une excellente nouvelle. Quand Leicester en Angleterre, au vu à la barre de tout le monde, te prend un titre et que par la suite il fait une saison, on en parlera, je pense, formidable en Ligue des Champions, c'est une excellente nouvelle parce que c'est peut-être ça le foot. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est un sport populaire. Quand on parle de Leipzig et qu'on insiste beaucoup sur les boissons énergisantes, peut-être qu'on se trompe de débat. C'est une réussite sportive avant d'être financière. C'est une réussite sportive. Ils n'ont pas. Oui, attention, ils n'ont pas acheté quand le Qatar, les Émirats ou viennent s'installer dans un club établi. Abramovich. Voilà, viennent s'installer dans un club. Ils prennent Chelsea, ils prennent City, ils prennent le PSG. C'est des clubs quand même qui sont installés en première division et ils viennent tout de suite faire briller l'effectif avec des grands noms. On balance du Zlatan, on met, tu vois. Là, c'est pas, y a pas le cas. Et le budget de Leipzig est 2, 3, 4, 10 fois moindre que les mastodontes. Et ils partent de 5e division. Ils partent de 5e division, ils remontent tous les échelons. Et c'est pour ça que j'insiste sur la réussite sportive. Je voudrais pas qu'on minimise ce côté-là, parce qu'ils n'ont pas injecté beaucoup d'argent dans un club déjà établi. Ils ont fait monter un club, d'où peut-être la cohésion du groupe et tout ce qu'on voit. Après, maintenant, ils n'ont aucune star internationale, Reda, et ils ont un super centre de formation. L'une des pépites du football allemand aujourd'hui, c'est Joshua Kimmich, l'actuel joueur défenseur de l'équipe nationale d'Allemagne et du Bayern de Munich, qui vient de ce centre de formation. Il faut juste pour que les gens qui ne connaissent pas, Leipzig, c'est le club d'un tout petit village allemand. C'est pas le club. Voilà, c'est le club d'un tout petit village
qui n'a quasiment rien mis dans le recrutement quand ils sont montés. Il y a des joueurs qui étaient avec encore en 4e division, je ne sais pas si vous réalisez. 4e division, aujourd'hui, ils sont leaders. C'est le capitaine et gardien, il me semble. Ouais. C'est 2 joueurs. Je crois qu'il y a un côté un peu politique, culturel entre l'Est et l'Ouest. Et par on contre, a du mal à comprendre. Ils l'ont mis, l'argent, ils l'ont mis dans le centre de formation. 35 millions investis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se disent, c'est bien, là où on est, on va essayer de pérenniser, de rester en bottant la une, de l'Allemagne, et ne pas retomber. Par contre, on va miser, ben oui, c'est ça, on va miser pour éventuellement plus tard récolter le fruit de notre argent. Et les 35 millions, ils n'ont pas été, contrairement à ce que disait Reda, dans des joueurs, parce que 35 millions, si tu prends 2-3 joueurs de calibre mondial plus ou moins, tu as pris tes 35 millions, même pas aujourd'hui. Même pas. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, par contre, apparemment, pour l'année prochaine, ils veulent surfer sur le modèle Leicester, et c'est là où ils risquent de mettre la main au porte-monnaie pour renforcer l'équipe, surtout s'ils restent dans le peloton de tête, et là, c'est l'Europe, hein, l'Algérie. Voilà, exactement. Une participation de Leipzig. Et moi, ça me fait rêver, parce que je me dis que c'est des modèles possibles qu'on pourrait retranscrire chez nous. Et on a trop la tête dure, je pense. Hein. Je crois que tu es parti aujourd'hui entre la Coupe du Monde et... Non mais en tout cas, m'arrête pas, non mais c'est la grande lune de la semaine. Bah oui, non mais c'est bon. En tout cas, on va suivre de très près hein, le parcours de Leipzig. S'il est mal aimé en Allemagne, on va faire en sorte qu'il soit... On va suivre de très près hein, les pas de ce petit poussé Leipzig qui se déplace d'ailleurs à Munich. Et là, on commencera à avoir un début de réponse. Ça sera le 21 décembre prochain. Restez avec nous, mes amis. On va se retrouver dans quelques instants. Et cette fois pour parler de la Ligue des Champions. Bienvenue donc dans cette seconde partie du club qu'on va entamer par bien sûr les résultats de cette soirée. Plusieurs clubs ont composté leur ticket hein, pour les 8e de finale. Le Real Madrid, bien sûr, le Real vainqueur 2-1 à Lisbonne face au Sporting. Dortmund, qui s'est imposé 8-4, hein, 12 buts dans son match face au Legia Varsovie. Monaco, meilleure attaque en Europe. Monaco qui s'est imposé 2-1 face à Tottenham. Et puis Leicester, qui était la révélation de la première ligue anglaise la saison passée et qui joue tout cette année. Leicester de Claudio Ranieri sur cette Ligue des Champions. On a eu 28 buts en 8 matchs. Hein. C'est une bonne moyenne. Le matheux de l'équipe, l'ingénieur. Oui. 28 buts. C'est une très bonne moyenne. Donc voilà, le Real Madrid, Dortmund, quoi de plus logique, Leicester et Monaco. 4,5. Voilà. Tu as divisé. Un peu moins, ouais. Moins. Non, mais là, il y a des choses auxquelles on s'attendait. Il y a bon, déjà une belle finale de groupe qui va se jouer entre Dortmund et le Real. Si le Real gagne, il passe devant. C'est que c'est pas un détail, hein, la première place. C'est un des seuls enjeux de ces groupes-là, c'est de savoir d'essayer d'éviter un premier de groupe, d'essayer de recevoir au retour sur les 8e. Donc ça va être une belle finale, ce Real Dortmund. Il y a la performance de Leicester. Bon, là c'est quelque chose d'extraordinaire. On a compris que ce groupe-là, avec Ranieri, a décidé de poursuivre l'aventure en la faisant grandir. Il sait très bien qu'il ne va pas gagner une deuxième fois la Première Ligue. Il sait très bien qu'il sera très probablement longtemps écarté de la Ligue des Champions. Donc il joue tout sur la Ligue des Champions et c'est très beau à voir. Et là, ils sont qualifiés en 8e, l'aventure continue. Je peux vous garantir qu'ils vont être très très difficiles à battre. Ils vont sûrement pas la gagner, mais ils vont bien déranger ceux qui vont devoir les sortir. Et puis juste un petit mot spécial pour Monaco. Ouais. Je trouve que Jardim a transformé Monaco en un club portugais. Exact. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle un club portugais? C'est un club qui recrute intelligent, qui a l'air de s'affaiblir tous les ans. Tous les ans, ils ont l'air de s'affaiblir sur l'effectif. Ils avaient James, Falcao est parti, il est revenu. Voilà, c'est la moitié qui est revenue. Voilà. Non, mais il est en train de renaître, hein, Falcao. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Avec un 8e, maintenant c'est garanti. Un quart peut-être s'ils rééditent l'exploit de quand ils avaient sorti Arsenal. C'est extraordinaire. C'est l'optimisation des ressources. Et c'est recrutement intelligent, stratégie mais très visible. On voit très bien ce qu'ils veulent faire. C'est précis. Ça me rappelle vraiment beaucoup ce que font les clubs portugais avec beaucoup de succès. En club, en particulier en Europa League. Jardim, franchement, un super entraîneur, juste pour enchaîner sur Jardim et sur la gestion de Monaco, parce qu'à un moment, on disait que Monaco allait être le deuxième club du championnat français, mais en termes de moyens. Quand les Qataris sont arrivés et que les Russes, les patrons russes et les propriétaires de Monaco ont vu que c'était difficile de jouer sur ce terrain-là avec eux, ils ont complètement changé de stratégie et ça marche aujourd'hui. Attends, il n'y a pas seulement ça, excuse-moi, il y a aussi le divorce du propriétaire.
C'est pas un détail. Ouais, c'est sûr. Entre le moment où le Qui a coûté, propriétaire je pense, achète le club, beaucoup d'argent. 15 milliards. il a été contraint de donner la moitié de sa fortune, qui est importante, à son épouse. Il a considérablement revu ses ambitions sportives à la baisse. Voilà. Et donc il s'est retrouvé à vendre Tramet, etc. Comme quoi c'est fortement corrélé. Il faudrait qu'on voit les incidences qu'il y aurait sur nos clubs au football aussi. Les divorces. Bah oui. Non, ce que tu dis par contre est très très intéressant effectivement le cas Jardim parce que comme souvent. Non, mais pas toujours. Comme souvent. Ce que je dis c'est intéressant. Comme souvent. Toi tu cherchais le deuxième. Lui il cherchait le deuxième carton, mais tu vas finir par l'avoir. Il veut jouer à demi-finale. Embête l'animal. Par contre ce que tu dis sur Jardim est vrai parce que c'est un garçon qui a toujours su s'adapter à ce qu'on lui donnait, aux jouets qu'on lui donnait. C'est-à-dire que quand il est arrivé au tout début de Monaco, il y avait de l'argent et qu'on lui a ramené effectivement du James et du Falcao et compagnie, qu'il fallait jouer offensif, il l'a fait. Quand toutes les stars sont parties, qu'il a fallu faire le dos rond et jouer un peu plus défensif, être beaucoup plus pragmatique. On a vu Abdoumba. Et il l'a fait, on a vu Abdoumba, exactement, le Tunisien. Et quand il a fallu effectivement relancer, parce que maintenant les jeunes, le Lemar, là, dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est lui qui met le deuxième but d'ailleurs aujourd'hui. Exactement. Ben, il le fait aujourd'hui, Monaco, je vous défie, et tous les amoureux du foot, de se pencher sur l'équipe type. La moitié des joueurs, on les connaît pas. C'est-à-dire, autour de 3-4 stars que sont donc Falcao, Moutinho, et peut-être Sidibé, et encore, hein, nous, on connaît, voire Mendy à gauche. On connaît Diarra. Le glorieux, bien entendu, je voulais le laisser en dernier. La plupart des autres, on les connaît. Ils ont un super gardien, ils ont une super défense. On va rappeler que Monaco, c'est l'une des meilleures attaques, peut-être même. La meilleure attaque d'Europe actuellement. Avant le match de ce soir, c'était 39 buts. 39 buts devant le trio qu'on connaît, qui va te faire plaisir. On le citera pas, Jalel. Alors demain, c'est un carton moi aussi. Demain, Arsenal, Paris Saint-Germain, c'est l'une des affiches de cette soirée européenne. Et Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal, estime que aujourd'hui le PSG est en train de trouver un équilibre après un début de parcours compliqué avec son nouvel entraîneur, Unai Emery. Arsène Wenger. Je pense que sur le match aller, le PSG à l'époque a fait son meilleur match du début de saison contre nous et que nous n'étions pas à notre meilleur niveau. On a eu un grand gardien ce jour-là qui nous a sauvé la mise et on a fait un match nul un peu heureux. Mais justement pour nous c'est l'occasion de montrer qu'on a progressé. Le PSG, je pense qu'en championnat, ils ne sont pas toujours poussés dans leur dernier retranchement pour gagner les matchs et c'est difficile de les juger en championnat. Je pense qu'on va plus les juger en Coupe d'Europe et qu'on verra le véritable potentiel du PSG dans des matchs comme celui de demain soir. Voilà donc le PSG qui se déplace à l'Emirates Stadium. En jeu, bien entendu, les deux clubs sont déjà qualifiés. On joue la première place. Moi, j'ai la première place, aussi une question de prestige. Le PSG se positionne, là, ça fait 4 ans, je pense, qui calent en quart de finale ou en huitième. Se positionner, ça veut dire ne pas louper ses sorties, même si globalement, on sait que les deux clubs vont se qualifier. Il y a une question de prestige et d'image. Hein. Je pense que c'est pas un match que le PSG va prendre à la légère. Et malheureusement, tu vas en parler, je pense, sans Aurier. Voilà. Avant de parler d'Aurier, cette semaine, bien sûr, l'entraîneur de l'équipe du PSG, il dit que c'est en Ligue des Champions où se joue la crédibilité d'un club et où il veut lui prouver la crédibilité du Paris Saint-Germain et peut-être aussi lancer un message à ses futurs adversaires en huitième finale, en quart. C'est d'autant plus vrai pour lui. Parce que si les Qataris ont viré Laurent Blanc avec un très très beau chèque auparavant, l'un des plus grands chèques de l'histoire des indemnités, je crois, dans le football, en France c'est certain, peut-être dans l'histoire du foot mondial, si Unai Emery a été armé de Séville, c'est pour faire franchir un pas supplémentaire à cette équipe de Paris. Sauf que pour l'instant c'est pas probant, ça joue moins bien qu'à l'époque de Laurent Blanc, avec un joueur majeur en moins qui est Ibrahimovic, on le sait bien, mais qui n'a pas forcément toujours brillé en Ligue des Champions. Et c'est compliqué, d'autant qu'ils vont jouer effectivement sans Aurier, face à une équipe d'Arsenal en forme. Donc je pense qu'aujourd'hui, Unai Emery, c'est un peu dans la méthode Coué, c'est-à-dire qu'il doit peut-être convaincre les gens que la Ligue des Champions est une très belle vitrine où il doit prouver, mais il doit aussi se prouver à lui-même et à l'équipe qu'il dirige, qu'il est capable de franchir ce palier supplémentaire. Il y a un point commun entre Monaco, Jardim et Unai Emery, c'est l'accueil terrible qu'ils ont reçu en France par l'espèce de corporatisme
des journalistes, des consultants, entraîneurs français qui sont très durs avec les entraîneurs étrangers, très très durs. Hein. Jardim, on s'est foutu de sa gueule, y compris sur son accent pendant des semaines et des semaines. Alors que Emre et Jardim ont fait l'effort, mais pratiquement dès la première semaine où ils ont posé pied en France, d'essayer de parler français. En tout cas, le PSG se déplace à Londres privé de Serge Aurier. Aurier n'est pas blessé, Aurier n'est pas suspendu, Aurier n'est pas puni par le Paris Saint-Germain. Aurier, le Royaume-Uni lui a retiré le visa qu'il lui avait déjà donné pour se déplacer. C'est une grosse affaire. Paraît, hein, mais c'est pour rire, hein, que notre ami Arsène Wenger, qu'on voit derrière là, appeler un douanier, un douanier anglais pour empêcher l'arrivée de Serge Aurier. Après, bien sûr, les récentes condamnations de Serge Aurier dans une risque avec des agents d'autorité, mais il a fait appel et le cursus, en tout cas judiciaire, n'est pas encore arrivé à son terme. C'est ce qui choque le Paris Saint-Germain, qui ne décolère pas après cette décision des autorités britanniques, même l'UEFA, l'Union européenne de football, qui affirme être profondément déçu par cette décision regrettable. C'est incroyable. La loi est la loi, je pense qu'elle est la même pour tout le monde. Donc je pense pas que je vois pas comment est-ce que cette UEFA aujourd'hui peut rouler dans les brancards et remettre en cause une loi qui est dictée par un État souverain. La loi universelle, c'est la présomption d'innocence. Non, je veux bien, mais après si les autorités britanniques, je pense pas qu'ils l'aient fait exprès pour pénaliser, parce que je pense pas que... T'imagines si les autorités colombiennes avaient empêché Lionel Messi d'aller en Colombie jouer contre... À ce moment-là, nous, on va empêcher tous les 11 Ivoiriens de venir jouer contre les Lions d'Atlas. Le nombre de joueurs qui sont passés par la case judiciaire et qui ont quand même pu se déplacer en Angleterre, j'ai pas le listing en tête, mais je pense qu'il y en avoir un camion. Après, je pense pas que Aurier soit non plus ce Messi qui va venir empêcher une qualification d'Arsenal au second tour de la Ligue des Champions. Au-delà de ça, là, honnêtement, je pense qu'il y a la loi et qui fait force. Et si il y a un délit quand même de sale gueule. Mais bien sûr. Franchement. Mais évidemment, ça par contre, mais bien sûr. Mais c'est quoi un visa? C'est quoi un visa? C'est une autorisation d'entrer dans un territoire. Voilà. Dans quelles conditions on pourrait te le refuser? Quand tu représentes un danger pour le pays qui t'accueille, quand tu représentes un danger d'immigration clandestine, ou bien un danger y compris physique ou judiciaire, soyons sérieux, qui pense que Aurier, passant 24 heures à Londres pour jouer contre Arsenal, présente un danger pour qui que ce soit? Non mais soyons sérieux. Soyons sérieux, c'est une brimade. C'est une brimade. C'est une brimade, mais bien sûr. Non, parce que les exemples fleurissent, et pas seulement dans le foot. Tu es musicien, enfin c'est peut-être pas ta cam au niveau de la musique, mais t'as plein d'artistes aujourd'hui, des miniers, des artistes reconnus ou pas, qui ont été interdits de rentrer sur des territoires. Je crois que Justin Bieber, pour prendre ce chanteur-là qui est pas forcément ma tasse de thé, et qui s'est entraîné avec le Barça cette semaine. C'est pour ça que j'ai pensé à lui, a été interdit d'entrer, il me semble, sur le territoire américain, parce qu'il est canadien suite. Non mais c'est pareil, je veux dire par là, a du sens parce qu'il n'a jamais de sens. Mais je dis non. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Aurier, ça n'a pas de sens, que les musiciens, ça a plus de sens. C'est débile même pour les musiciens, et je le sais, je le vis. Mais c'est une loi. Je le vis. Après, tu peux trouver que la loi est débile, certes. Mais je le trouve. Mais si la loi est là, faut la respecter. C'est tout. Et je pense pas que. Mais c'est quelle loi? Mais de quelle loi tu parles? De quelle loi? Il doit y avoir une loi en Grande-Bretagne qui doit empêcher quelqu'un qui récemment, j'en sais rien, il n'est pas du tout récemment. Il n'est pas solvable. Je sais pas. On pense qu'il va rester là-bas. Je pense pas. Non. On pense qu'il va agresser un autre policier. Déjà ça, alors regarde, si tu poses des questions pareilles, faut le poser au consul de Grande-Bretagne chez nous, il saura mieux te répondre. Par contre, je voudrais rendre hommage à monsieur Serge Aurier. Oui. Pour son hommage permanent aux années 90, à ces footballeurs complètement déjantés, qui nous animaient beaucoup nos soirées, qui ont malheureusement disparu, qui ont été remplacés par l'espèce de robots qui récitent des discours un peu tristouilles, qui font plaisir aux sponsors. Et ce bonhomme-là, depuis qu'il a apparu avec fracas, voilà, son périscope, d'abord, c'est un des moments les plus burlesques de l'histoire du foot, voilà. Et c'est démêlé, là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit peu d'acharnement. C'est quand même une petite conviction, voilà. Petite conviction, parce que globalement, on parle d'un sportif professionnel qui va exercer une activité reconnue, officielle. On a des Anglais qui se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de débile? On va empêcher Aurier de rentrer en Grande-Bretagne. Je pense que derrière, il doit y avoir je sais pas, c'est pas juste pour le faire. Il doit y avoir, on est en train de polémiquer sur des choses. Après, effectivement, on peut dire que la loi est pas très intelligente. C'est énorme. On prive pas arbitraire. On prive une équipe d'un joueur très important, c'est pas Lionel Messi,
fallait chercher Di Maria dans ce cas-là. Je suis sûr qu'il a dû faire une ou deux bêtises parce que ce joueur est poursuivi et on n'a pas encore prouvé ça. Il n'a pas été encore condamné, il a fait appel. C'est un corpus juridique. Il a été condamné en première instance. Oui, mais il y a la présomption d'innocence qui doit être prise en considération. Pour te répondre sur l'analogie musicale, on ne fait pas une émission musicale, mais je connais des grands musiciens bien plus grands que nous qui ont eu ce visa refusé. Et si ça avait été le thème, j'aurais dénoncé avec la même... voilà, c'est tout. Et on parle de quelqu'un qui, lui, il peut aller là où il veut. Il est riche, il est beau, il est célèbre. C'est Cristiano Ronaldo. C'est lui qui le dit, hein. C'est lui qui le dit. Non, mais tu peux le dire aussi. Voilà, exactement. Alors, lui, il a prolongé dernièrement son contrat jusqu'en 2021 avec le Real Madrid. Le débat, c'est Cristiano Ronaldo qui prolonge jusqu'en 2021. Et Lionel Messi qui hésite, qui réfléchit encore. On va aller voir notre consultant pour le football espagnol, Frédéric Carmel. Oui, Cristiano Ronaldo sera madridiste jusqu'en 2021. Il aura 36 ans et il est très heureux de la prolongation de son contrat qui a été signé hier. Tout le monde est ravi à Madrid parce que cela montre que Cristiano Ronaldo aime ce club, que ce club aime Cristiano Ronaldo et que l'aventure va continuer pendant très 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 longtemps. Voilà, donc Lionel Messi, non, mais Cristiano Ronaldo, qui, bien entendu, lui, s'est déclaré très très heureux après cette prolongation. Et on le comprend, l'attaquant de 31 ans a parlé même, Reda, d'avant-dernier contrat avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo. C'est un jour spécial pour moi, un jour très important qui me lie au Real Madrid. Je l'ai dit souvent, c'est le club de mon cœur et c'est un moment unique dans ma vie. Renouvelé pour 5 ans de plus avec ce club, mais ce n'est pas mon dernier contrat. Et je veux que ce soit clair ici, c'est un moment spécial et je n'ai jamais cru que je ferais l'histoire avec le meilleur club au monde. Voilà donc Cristiano Ronaldo qui prolonge, qui reste au Real Madrid jusqu'à l'âge de 36 ans. Il dit que c'est son avant-dernier contrat, il peut jouer jusqu'à l'âge de 41 ans. Est-ce que c'est possible? Physiologiquement, oui. Ce bonhomme, de toute façon, est hors norme. Son corps est hors norme, ses performances athlétiques, sportives, avant d'être footballistiques, sont hors normes. La transformation qu'il a subie entre son arrivée, enfin, quand il quitte son adversaire du jour, le Sporting, et aujourd'hui, est spectaculaire. Maintenant, il y a un mystère. Parce que c'est quand même, pour moi, un joueur dont les performances footballistiques sont très liées à son état physique. C'est quelqu'un qui est un grand athlète. Il y a une théorie qui dit que si tu pratiques 10 000 heures d'une activité, tu y excelles. Que ce soit un instrument de musique, un sport, un art ou un artisanat, etc. Voilà. Lui, il a 10 fois ce chiffre-là de travail. C'est un type qui s'est construit, contrairement à son rival Ronaldo, qui est beaucoup plus doué. Son rival Messi, pardon, lui, il s'est construit. Par contre, il y a un mystère, c'est qu'avec un physique comme ça, qui est très lié à tes performances, le jour où ça va chuter, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas savoir te mettre au service du collectif alors que tu es fondamentalement individualiste? Est-ce que tu vas savoir faire comme ces joueurs-là qui commencent à baisser de pied physiquement et qui réussissent par un repositionnement en transformant cette capacité physique en sens tactique ou en sens du jeu? Je ne suis pas sûr. Et quand est-ce que cette chute physique va avoir lieu? C'est le deuxième mystère. Mystère sur la nouvelle attitude quand ça va commencer à chuter, et ça va chuter fatalement un jour ou l'autre. Et deuxièmement, quand est-ce que ça va chuter? Voilà, c'est ce que et j'espère que ce sera le plus tard possible, c'est quand même un régal à avoir. En tout cas, des millions de maillots numéro 7 vendus, une aura planétaire, plus de 200 millions de fans sur les réseaux sociaux, et comme tu le dis, Reda, un rendement sportif exceptionnel. Cristiano Ronaldo est devenu indispensable au Real Madrid, mais la question qui se pose, est-ce que le Real n'a pas pris un risque énorme en prolongeant et en offrant un contrat jusqu'en 2021 à un Ronaldo qui aura alors 36 ans? La réponse de Frédéric Armel. Oui, la question est légitime parce que c'est vrai que en 2021, Cristiano Ronaldo aura 36 ans, donc on sent déjà une petite baisse physique depuis quelques mois de la part du Portugais. Mais le Real sait très bien ce qu'il est en train de faire, parce que la prolongation de contrat de Cristiano Ronaldo rentre dans une logique de bétonner un effectif de qualité
pour éviter que la Première Ligue vienne piquer des joueurs. Il y a eu Kroos, il y a eu Gareth Bale, il y a eu Modric, maintenant Cristiano Ronaldo. Donc l'idée est vraiment de montrer à la toute-puissance financière de la Première Ligue de ne pas venir frapper à la porte du Real, que tout est blindé. Et puis, il y a une chose importante, c'est que contrairement à Messi ou Neymar dans leur contrat à Barcelone, c'est que Cristiano Ronaldo et les autres joueurs du Real doivent céder une partie de leurs droits d'image au Real Madrid. C'est-à-dire que quand Cristiano Ronaldo gagne près de 20 millions d'euros net au Real Madrid, le Real Madrid gagne beaucoup d'argent. Parce que chaque fois que Ronaldo fait une pub, eh ben, ça rapporte des sous au Real aussi. Donc oui, c'est risqué de faire prolonger un contrat à un joueur déjà dans la trentaine, mais c'est un risque totalement calculé et assumé de la part du Real Madrid. Alors, risque calculé, assumé, affirme Fred, le Real qui assure la rareté. C'est un joueur qui coûte cher, mais c'est un joueur qui ramène énormément d'argent aussi. Ce que dit Fred est très très juste. Aujourd'hui, la plupart des grands joueurs qui ne sont pas encore en Angleterre sont ou au Bayern de Munich, où ils sont bien blindés là aussi, ou au Barça ou au Real. Donc effectivement, quand tu blindes des Bale, des Modric, des Kroos, des Ronaldo surtout, qui est quand même l'emblème du Real ces 5 ou 6 ou 7 dernières années, c'est une manière aussi d'affirmer sa toute puissance pour le Real. Et ce que dit aussi Fred est très juste, encore une fois, même au niveau business, c'est que tu prends un petit risque sportif, et encore, parce que ça reste une machine, comme on dirait, c'est un mec qui travaille beaucoup, qui prend beaucoup soin de son corps, qui a une hygiène de vie apparemment irréprochable. Et puis surtout, même quand ça marchera un peu moins bien, je dirais pas du tout, mais un peu moins bien sportivement, je pense que ça continuera de marcher au niveau du business, au niveau du marketing. Et quand on pense ces clubs comme un tout, et pas seulement comme des structures sportives, ça va dans le sens. Et puis Florentino Pérez a toujours dit qu'il y a 4, 5, 6 joueurs aujourd'hui du Real Madrid qui veut voir finir véritablement, parce que aussi c'est la réalisation d'un règne de Florentino Pérez de blinder des joueurs comme ça, parce qu'ils ont été l'emblème du Real. En tout cas, et quand il est arrivé au Real Madrid, il avait coûté 94 millions d'euros, une somme rentabilisée, tenez-vous bien, après 3 ans seulement par le Real Madrid. Une petite réaction, Reda, de quelques secondes. Je sais pas, quand tu parles de... Moi, sincèrement, je comprends pas très bien tous ces chiffres. J'ai admis... non, mais j'ai admis qu'on comprenait rien. C'est-à-dire même toi, tu comprends rien. Tu comprends rien parce qu'on t'explique rien. On t'explique rien parce qu'on nous explique rien, parce qu'on nous donne les chiffres qu'on veut. On comprend pas ces sommes, on comprend pas les bonus, on comprend pas les... Tu vois, ces histoires de maillots, c'est la poudre aux yeux pour les gens. Si c'était vendre des maillots, ils auraient fait une société textile au Néona. Donc tout ça, c'est pour calmer les gens qui sont choqués par ces chiffres. Mais je peux te garantir que comme ça s'est passé dans beaucoup de cas, on les découvre bien après et ils sont très difficiles à comprendre. Les contrats sont très compliqués. Et merci. 2 agressions. 2 agressions. Attendez. Allez, le cas. Non. Il vient de remettre en cause, sans l'expliciter vraiment, tout un modèle économique, sportif qui suit du football dans le monde, le plus naturellement du monde. Tranquille. Tranquille. Et pour ça, il mérite le carton rouge. Alors, Monsieur Reda Allali va faire ton concert à Tourcoing, dans la région de Lille, et ne revient que dans 2 semaines. Tu seras suspendu pour le prochain numéro du club. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à mes coéquipiers dans le club. Et à la régie, on se retrouve, bien entendu. On se retrouve, nous, pas toi, la semaine prochaine. Ciao. Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sportif.